Mais pourquoi? Pourquoi Djibo? Combien étaient-ils les assaillants qui ont attaqué cette localité? Comment l'armée burkinabé a-t-elle réagi et comment ces terreaux ont-ils été traités? Enfin, quel est l'état des lieux à Djibo, à 200 km au nord de Ouagadougou? Beaucoup d'interrogations après les nouvelles incursions terroristes préparées et exécutées au retour du capitaine Ibrahim Traoré de Russie. Pour démêler le vrai du faux, deux analystes géopolitiques du Sahel sont au plateau. Didier Noureddine Alaou. Monsieur Alaou, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de votre disponibilité. Vous êtes journaliste, directeur général d'Africa Dev. En votre compagnie, l'homme qui ne bouge pas mais qui change depuis deux numéros, Sagoyou Kegewe, avec un nouveau chapeau aujourd'hui. Bonjour, Excellence. Oui, bonjour Gilles. Il faut quand même mettre un nouveau chapeau puisque vous me faites une mauvaise concurrence. Donc moi j'ai mis mon chapeau. Donc bonjour Gilles, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et j'espère que leur dimanche a bien commencé à la messe et qu'actuellement ils vont commencer à nous écouter. Merci. Une autre messe, Sogolo Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo, Burkina, les non-dits de la bataille de Djibo. C'est le thème de cette émission et vous êtes conviés à réagir au plus 228 96 08 43 43, le numéro pour communiquer directement avec nous dans cette émission. Sogolo Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur Burkina, les non-dits de la bataille de Djibo, c'est le thème de cette émission. Et pour commencer, je voudrais savoir si vous trouvez une coïncidence, un lien entre le soutien international accordé à Ibrahim Traoré le 30 avril dernier, suivi de sa visite mémorable, visite d'État historique, tapis rouge en Russie, et les attaques de ces derniers jours, de la semaine dernière, des attaques coordonnées, notamment à Djibo et à Diapaga au Burkina Faso. Didier, alors... Oui, Gilles, bonjour à tous les téléspectateurs. Je pense que ce qui s'est passé au niveau de Djibo, au Burkina, c'est comme ça nous interpelle. Et je pense que la réponse à votre question, elle est de deux niveaux. D'abord, oui, parce que avec le soutien international qui s'est manifesté par un soutien à l'international organisé par plusieurs structures panafricaines, que ce soit en Afrique, en Europe et sur d'autres continents également. Après donc ce soutien international. Et après aussi la brillante participation du capitaine à Moscou le 8 à la célébration du 8 mai. Et il était devenu, comment je veux dire, pour les ennemis de l'AES, il fallait forcément continuer à accentuer la pression sur la sécurité intérieure du Burkina. Et je pense que ce qu'il vise principalement, c'est de montrer qu'en réalité, c'est de décrédibiliser, si vous voulez, le gouvernement burkinabé, le travail qui est fait dans l'AES, et de montrer surtout que l'apport, ou si vous voulez, la coopération que l'AES est en train d'entretenir aujourd'hui avec la Russie, que cette coopération n'est pas en train de marcher. Donc c'est pour faire échouer donc cette formidable coopération, ce formidable axe qui est en train de se tracer, parlant de la géopolitique, la nouvelle géopolitique internationale. Donc les ennemis de l'AES, en frappant sur Djibo et sur d'autres localités, sur plusieurs dispositifs, que ce soit militaires, sanitaires et autres, civils, avec justement un grand nombre d'assaillants qui sont venus en même temps, motorisés à pied, avec d'autres matériels de guerre également. Je crois que leur objectif, effectivement, c'est de montrer, de décrédibiliser le Burkina et l'AES et de montrer à la face du monde entier qu'en réalité, le soutien de la Russie n'apporte pas grand-chose à la lutte antiterroriste. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier qu'il faut observer, c'est que les impérialistes, les forces de l'OTAN qui sont les instigateurs du terrorisme qui nous assaille en Afrique, ils ont un plan. Le plan, c'est quoi? C'est de tout faire pour faire échouer la lutte qui se mène au sein de l'AES. Et comment y parvenir? C'est justement de mettre le maximum de pression sur l'AES, de faire le maximum d'attaques pour qu'en réalité, les maigres ressources de cette alliance puissent être permanemment consacrées à la sécurité. Ainsi donc de maintenir l'AES dans la pauvreté
et obtenir en fin de compte le retournement donc, des populations contre justement les gouvernements de l'AES. Je crois que principalement, c'est de cela qu'il s'agit. Mais maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours sur le Burkina que cette pression se fait ressentir? La réponse, c'est simplement parce que, le Burkina, si vous voulez, c'est le plus petit des 3 États de l'AES en matière de superficie. Et ensuite, vous remarquerez que c'est le Burkina qui, jusqu'à présent, n'est pas parvenu à contrôler 100% de son territoire. Jusqu'à présent, vous remarquerez que c'est seulement 75% du territoire burkinabé qui est contrôlé par l'armée régulière. Donc, ça veut dire quoi? Que les impérialistes ont véritablement des répondants sur le terrain. Ils contrôlent déjà 25% du territoire burkinabé, ce qui, évidemment, facilite la tâche à tout ce qui peut venir. Mais je pense principalement aussi qu'il faut voir d'où vient la menace aussi. Et les informations que nous avons font état de ce que les assaillants sont venus principalement du Nigeria et aussi une partie de la Côte d'Ivoire. Je le dis bien sûr avec force, mais c'est des informations que si on les regarde bien, il y a des indices, il y a des indicateurs qui prouvent à suffisance pourquoi est-ce que les assaillants viennent de ces 2 pays-là et quelle est leur mission. Il faut noter que ces assaillants, les terroristes ne font que changer de méthode de jour en jour. Ils font des mises à jour. Avant, c'était quoi? C'était des populations civiles qui sont massacrées simplement. Maintenant, on sent que c'est le tout ensemble et on sent qu'ils viennent surtout en nombre et en quantité. Donc, pour ceux qui se posent la question, est-ce que cette lutte est efficace au sein de l'AES? Oui, elle est efficace et c'est pour cela que justement les impérialistes et ceux qui entretiennent le terrorisme au niveau du Sahel ont trouvé l'ingénieuse idée d'envoyer désormais des assaillants en nombre et des assaillants mieux équipés. Je pense que tout au long de cette émission, nous allons rappeler certains faits historiques et pour permettre à tous les Africains d'avoir une conscience et une perception claire de ce qui se joue en ce moment au Sahel. D'abord, on va prendre le point de vue de son Excellence Ogoyou Kegewe. Voilà 2 événements qui se déroulent pratiquement au même moment. L'ascension internationale d'Ibrahim Traoré, célébrée dans le monde entier, et puis sa visite à Moscou et les attaques terroristes en masse au nord du Burkina Faso. Ça fait pitié. Tout ce qui est en train de se passer fait pitié parce que on sait qui tire les ficelles, on sait qui envoie qui. Et ceux qui tirent les ficelles et qui envoient qui, ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leurs parents, cousins, oncles, neveux, arrière, fils ou petits-fils ne mourront jamais dans des guerres aussi idiotes. Le miracle est de savoir comment ils font pour recruter ces pauvres gars prêts à se faire cramer et qui viennent par milliers. Qu'est-ce qu'on leur donne? On a pris sur place 800 combien de millions CFA. Donc c'est à cause de ces misères qu'ils sont prêts à aller mourir. Maintenant, pour la concomitance des événements, à savoir la popularité de Ibrahim Traoré, les événements du 30 avril. Le 30 avril, il s'est passé un événement planétaire. Jamais dans l'histoire humaine, un noir n'a bénéficié de cette unanimité de soutien à travers le monde. Je dis bien jamais, si quelqu'un connaît un cas, il me le dit. Donc Ibrahim Traoré a sorti la tête hors de l'eau et il va sortir la tête de tous les Africains hors de l'eau. Ça rend malade des gens. Ça rend malade qui? Ça rend malade d'abord tous ceux qui ont mangé gratuitement sur le dos du Burkina Faso depuis des siècles. On le pille, on le saigne, et puis après on va dire, oh, c'est les plus pauvres, nous on va venir les aider. Et on envoie une poufiasse comme celle qu'on a prise la dernière fois. On va venir aider les femmes, on amène quelques friperies, on distribue aux enfants, c'est l'aide au développement. Alors que vous ramassez de l'or, vous ramassez du cobalt, vous ramassez mais tout ce qui a de la valeur, vous ramassez dans ce pays et vous lui envoyez des femmes terroristes habillées en apporteuses d'aide et qu'elles aident des friperies aux enfants et aux femmes dans les milieux ruraux. Donc, ce qui s'est passé le 30,
Mais ça a rendu malade trop de gens. Parce que le protecteur des traîtres africains, il ne verra jamais un de ses protégés bénéficier d'un tel soutien, même hors, même dans les pays limitrophes. Tu as vu ce qui s'est passé à l'investiture du président Oligui Nguema quand on a cité les gens du Sahel, je crois que c'était le représentant du Burkina. Tu as vu la réaction de la foule, et quand on a cité le représentant du pays des herbivores, c'est juste si les gens n'ont pas craqué à terre. Je me demande s'ils n'ont pas craqué effectivement. Donc, le maître, qui est notre Père qui est aux cieux, leur Père qui est aux cieux, voyant que ces protégés deviennent de moins en moins crédibles, de moins en moins respectables, se dit on va utiliser la force pour dominer aujourd'hui les Africains qui sont visibles, les Africains qui sont respectables et respectés. Donc on va envoyer les terroristes. Le pays en question est en faillite, hôpitaux en faillite, social en faillite, infrastructure en faillite, tout est en faillite. Et on a des milliards, quand ce n'est pas pour donner à Zelensky pour augmenter sa dose de cocaïne, bon, on les envoie au terreau dans le Sahel pour tuer des femmes et des enfants. Vous ne pouvez pas discréditer le Burkina avec ça parce qu'aujourd'hui les informations circulent. Le Burkinabé le plus perdu dans la ferme la plus éloignée, c'est que l'armée burkinabé, les FDS burkinabé, les BDP burkinabé ne sont jamais allés attaquer quelqu'un. On vient les attaquer. Et quand on les attaque, ils se défendent. Tous les Burkinabés vont finir par comprendre ça, et les 25% du territoire que tu dis qu'ils contrôlent encore, les gens vont comprendre que, au fait, on joue à quoi? On va combattre ceux qui nous protègent pour donner notre pays à ceux qui ont tué nos grands-parents, nos parents, qui les ont réduits en esclavage, qui les ont transformés en chair à canon en 14-18 et en 39-45. C'est eux que nous voulons protéger contre nos propres enfants qui sont prêts à verser leur sang pour nous protéger. Donc, maintenant le voyage en Russie, c'est le coup de grâce. Parce que même le grand chef blanc aux cieux qui est assis là-bas, Poutine ne l'a jamais regardé. Quand il est allé chez Poutine, on l'a reçu comme un pestiféré au bout d'une table de 3 ou 4 kilomètres. Donc, voir un jeune noir bénéficier d'une telle chose, d'un tel soutien, d'un tel respect, mais il ne dort pas, parce que ces gens, on le dit, on le répète, mais les gens ne comprennent pas. Ouais, mais je vais vous redonner la parole tout à l'heure, on me signale qu'il y a un petit problème de son avec votre micro. Tant demander à Didier Noureddine Alou où les terroristes trouvent ces moyens. Parce que quand on analyse bien les faits, les moyens sont quand même colossaux. Hein. On a parlé des milliers de personnes venues à moto, ils ont utilisé du carburant, on a dû acheter ce matériel. Ils doivent avoir des per diem, des émoluments, ensuite la communication, l'organisation de ces incursions, ça doit coûter des milliards. Où trouvent-ils ces moyens, ces groupes terroristes, Didier Alou? C'est toute la contradiction qui est liée au phénomène du terrorisme qui nous touche en Afrique. Et on a cessé de le dire. Sur ce plateau, je pense que ce plateau a énormément fait pour ouvrir les yeux aux Africains et pour leur permettre d'avoir une très bonne perception du terrorisme qui nous touche en Afrique. Mais je pense qu'on va faire un petit coup d'histoire. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, il faut aller au Niger et retourner dans les années 2005-2006, sous le feu président Tanja Mamadou. Il s'était passé quelque chose d'extraordinaire là-bas. Et le Niger avait fait des études et a découvert du pétrole sous son sous-sol. Et ce pétrole-là, le président Tanja tenait à ce qu'on lui fasse une raffinerie pour pouvoir raffiner le pétrole sur place au Niger. Et pour ça, il avait donné un permis d'exploitation aux Américains qui ont traîné tout le temps. Et ce qui a conduit le président Tanja à prendre son avion et à se rendre aux États-Unis pour rencontrer George Bush Jr. Pour lui demander, mais pourquoi est-ce que jusqu'à présent, vos gars ne viennent pas nous faire une raffinerie?
Le président américain de l'époque lui avait dit très bien, écoute, on va régler ça. Je vais t'envoyer une délégation. Effectivement, le président Tandja était retourné à Niamey et quelques semaines après, une délégation américaine est allée le voir. Le président Tandja pensait qu'on allait lui parler de comment faire pour organiser, pour créer la raffinerie. Mais ces derniers ont dit au président Tandja à l'époque, mais écoutez, pour l'instant, nous, on est intéressés par le pétrole offshore. On a vu du pétrole dans d'autres pays qu'on est en train d'exploiter d'abord. Mais vous, votre pétrole-là, nous le gardons en réserve. Nous le gardons en réserve. Et quand on aura fini d'exploiter, d'épuiser complètement la capacité d'autres puits, nous allons venir et ensemble, on va voir ce qu'on peut faire de votre pétrole. Le président Tandja ne s'en revenait pas. Il dit, mais vous gardez ça en réserve comment? Et vous gardez ça en réserve pour qui? Le président Tandja, c'est à peine qu'il retrouvait encore, qu'il avait encore son esprit en place. Mais après, quand il a fini de retrouver son esprit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, ok, j'ai compris. Allez-y, dites à votre président que j'ai très bien compris le message. Mais est-ce que je peux aussi lui passer un petit message? Dites à votre président que le pétrole là, c'est pour les Nigériens et je ferai tout ce qui est à mon possible pour que ce pétrole profite aux Nigériens et non à d'autres personnes. C'est comme ça que le président Tandja à l'époque s'est rendu en Chine. Et avec les Chinois, ils se sont entendus et les Chinois ont décidé de faire la raffinerie de Zender, de Soraz aujourd'hui, la raffinerie du Niger. Et donc, c'était le crime, si vous voulez, de lèse-majesté du président Tandja. Et c'est clairement le mobile pour lequel le président Tandja est tombé quelques temps après. Parce que justement, les Américains n'ont pas digéré le fait qu'on les fasse remplacer dans le Sahel. Donc, ce qui se passe... Parce que Tandja aussi, il avait des velléités de troisième mandat. Oui, absolument, mais ce n'est pas du tout ça. Mais si son troisième mandat devait le conduire à permettre aux impérialistes de continuer à exploiter les ressources du Niger, il ne serait pas tombé. Mais la leçon de l'histoire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Sahel, c'est une guerre purement d'intérêt. Et nous ne savons pas comment il faut l'expliquer aux Africains, parce qu'on a l'impression que chaque dimanche, on l'explique aux Africains, mais il y en a encore qui n'ont toujours pas compris. Donc on ne sait pas quel dessin il faut leur faire. Bon, au début, l'enjeu, ce n'était pas une bataille entre les Américains et les Russes. Non, pas du tout. C'était une concurrence entre les Américains et les Chinois. Parce que les Chinois avaient commencé à avancer dangereusement en Afrique et ils avaient commencé par avoir des gros contrats d'exploitation minière en Afrique. Donc c'est bien après que la Russie s'est interférée parce que la Russie avant avait laissé cette zone d'influence aux forces de l'OTAN et n'y intervenait pas du tout. La preuve, quand le président Tandja était parti voir les Chinois pour négocier la raffinerie, les Chinois lui ont demandé, mais as-tu demandé la permission aux Américains? Parce que les Chinois savaient très bien que ça allait amener des difficultés. L'un dans l'autre, ce qui se passe au Sahel aujourd'hui, c'est que les impérialistes sont en train de vouloir organiser un chaos total. Un chaos total. Et donc, si ce chaos est instauré, si l'AES n'arrive plus à gérer la sécurité et que le terrorisme avance, eh bien, c'est une raison pour les Américains, pour les forces de l'OTAN, de chercher à revenir en force pour pouvoir continuer librement à piller. On jette la pierre tout le temps aux impérialistes, aux occidentaux, mais ceux qu'on voit sur le terrain, les terroristes, les assaillants, les terreaux, il y a très peu de blancs, il y a très peu d'occidentaux. Ce sont les Africains qui se battent. Ceux que tu vois sur le terrain, ceux qui meurent, ils connaissent quoi? C'est des analphabètes qu'on ramasse, on lui promet un peu d'argent, un peu de dose de cannabis, et puis il est prêt à venir mourir. Il ne connaît pas les adieux, ne lui explique pas ce que lui vient de dire, il ne comprendra rien. On sait où et comment on les recrute. Pourquoi de temps à autre, on met une petite dose de l'islam? Tout ça, c'est pour camoufler, parce qu'ils savent que les gens qui recrutent sont sensibles à cet argument religieux.
on leur dit, bon, écoutez, ce qu'on fait là, c'est pour que votre religion devienne plus forte. C'est tout. Donc il faut voir le profil des gens qu'on a recrutés. Donc c'est l'Afrique qui a tort de fabriquer ce genre de profil. Mais l'Afrique a tort non pas de fabriquer le jeune djihadiste qui est allé se donner sa vie parce qu'il ne comprend rien, mais l'Afrique a tort d'avoir payé des études poussées à une bande d'inconscients qui se réfugient dans les pays voisins pour déstabiliser leur pays. À ce niveau, l'Afrique a tort. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas une machine de sélection pour voir que l'enfant que tu as amené au CPR, l'enfant à qui tu donnes à la bourse après le bac, que c'est un futur terroriste. Il n'y a pas quelque chose pour tester ça. Mais les terroristes qui sont recrutés également, c'est parce qu'ils sont sensibles. Vous avez dit que quelque part, ils sont, comment dire, vulnérables. Oui. Alors, donc, l'Afrique a tort. Mais l'Afrique n'a pas tort. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? La plupart, moi j'ai regardé des reportages, il y a des zones au Burkina, ça doit être la même chose au Niger ou au Mali, où on amène des reporters dont les reportages sont orientés. Pour dire, la zone là, le gouvernement nous a oubliés ici, on n'a pas l'eau, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. C'est fait exprès. Oui, mais si on a des populations qui ne comprennent pas grand-chose, oui, qui ne sont pas capables. Vous volez les richesses de ces pays, comment voulez-vous qu'ils donnent de l'eau, l'électricité à ces populations-là? Donc vous êtes à la fois la cause du malheur et vous vous prévalez de ce malheur pour déstabiliser les régimes. Donc il n'y a pas les Noirs. Les Noirs. Nous les Noirs. Mais on n'est pas sérieux. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est des Noirs qui acceptent d'aller tuer d'autres Noirs et se faire tuer eux-mêmes. Toi, tu dis qu'on vient ici pour éclairer les gens. Mais ce que tu ne sais pas, des gens qui ont fait de grandes études, qui ont de grands diplômes, quand tu pars d'ici, ils s'organisent pour te dénigrer. Pourquoi? Parce qu'on les paye. Ils sont grassement payés pour dénigrer tous ceux qui disent quelque chose allant contre les intérêts des exploitants éternels de l'Afrique. Comment tu peux comprendre ça? Quelqu'un qui connaît la géopolitique, quelqu'un qui sait, il sait ce qui se passe. Mais dès qu'on les paye, toi qui viens parler ici, on te tourne en bourrique, on invente sur toi les histoires les plus rocambolesques, et puis on est content. Après ça, on se dit même panafricain. Panafricain de détruire tout ce qui passe dans le sens du réveil de l'Afrique. Je vous ai dit plusieurs fois ici, Gilles, que je ne me suis jamais proclamé panafricain parce qu'il y a trop de foutaises dans la marque du panafricanisme. Il y a trop de foutaises. Il y a des gens qui savent, d'autres qui ne savent pas, mais ils font. Donc, les peuples du Sahel, burkinabé en Tchon, savent aujourd'hui, où qu'ils soient, que leur pays n'a attaqué personne. On vient attaquer leur pays et leur pays a le devoir de se protéger. Donc, dire qu'on va faire ça pour discréditer le voyage en Russie. Mais qui peut discréditer Traoré chez Poutine? Personne. Personne. Et malgré les mises à garde de Poutine, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je dis ceci. Est-ce qu'il y a vraiment un chef d'État de la sous-région ouest-africaine qui croit que s'il renverse Traoré, le lendemain, il serait encore vivant et chef d'État? S'il y a quelqu'un, il n'a qu'à lever le doigt. Parce que Traoré a des protecteurs 10 fois, 1000 fois plus puissants que ceux qui les poussent avec les vieux fusils de la guerre d'Algérie pour aller semer la pagaille dans le Sahel. Et nous sommes en direct ce dimanche, si vous nous suivez à midi, que vous nous receviez sur satellite, application YouTube ou Facebook, protégez-nous. Likez cette émission, commentez-la abondamment, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Abonnez-vous à nos médias sociaux si ce n'est pas encore fait. Et puis partagez New World Forum, la voix de l'Afrique qui refuse le terrorisme. Et puis, ce rendez-vous très important, vous rappelez, lundi à 18h10, soyez au rendez-vous, un entretien exclusif avec une des rares figures féminines du panafricanisme, Madame Nathalie Yamb, la dame de Sochi, sera sur New World Info lundi à partir de 18h10. Elle nous parlera de son engagement panafricaniste, la dynamique au sein de l'Alliance des États du Sahel, la 5e République au Togo et puis l'avenir de l'Afrique. Tous ces sujets seront débattus avec Nathalie Yamb, la dame de Sochi. Excellence. Oui, je crois que c'est une bonne chose. Elle est une référence. On ne va pas faire des amalgames sur sa tête comme on en fait facilement sur nos têtes à nous. On t'insulte gratuitement. Oui, il ne parle pas de la 5e République. J'ai dit, mais comment?
Le Togo, plus de 100 partis politiques, 200 associations, sociétés civiles ne peuvent pas parler de 5e République et on veut que moi j'en parle pour dire quoi? Les partis politiques là, ils sont là, ils font quoi? Ils font quoi? Si vous n'êtes pas d'accord de la 5e République, battez-vous pour faire triompher vos idées. C'est tout. Vous voulez que Nakapa, pourquoi il ne parle pas de la 5e République? Mais pourquoi? Est-ce que moi, quand vous m'écoutez parler ici, Gilles, est-ce que je ne me suis jamais mêlé de la politique intérieure des pays? Non. Je fais des analyses par rapport à cet événement ou à cet autre. Je n'ai jamais dit que bon, tel pays voisin, tel autre pays là-bas, je ne suis pas d'accord avec sa constitution, je ne suis pas d'accord avec son président. Je n'ai jamais dit ça. Je ne critique jamais des pays comme ça. Mais je critique par rapport à leur trahison, à leur soumission obséquieuse à l'impérialisme, à la domination. Ils estiment que depuis 500 ans d'esclavage, colonisation, néocolonisation, ils estiment que c'est pas bon et que les Noirs doivent toujours faire les esclaves. On va recruter même un gros noir esclave américain et lui aussi faire le jeu. C'est ça que je condamne. C'est tout. Didier Lorou, Nathalie Yam. Oui, bien sûr. 18h10, un entretien exclusif oui, à Source Union. Oui, bien sûr, c'est une grande panafricaniste qui mérite vraiment qu'on l'écoute pour voir les idées qu'elle développe. C'est très important parce qu'elle a été d'un appui vraiment capital pour ce qui se passe dans le Sahel. Et il est important aujourd'hui que New World, demain, lui offre son plateau pour en savoir plus sur la suite à donner à toutes ces actions. Mais il est important, si vous le permettez, de s'attarder un peu, si vous voulez, sur le profil de ces assaillants. Parce que c'était ça aussi votre préoccupation. Tout à fait. Mais les assaillants, quand vous les regardez, quand vous prenez, par exemple, des images qui ont circulé après les attaques au Bénin, un peu partout, vous allez voir qu'il y a souvent une communauté dont les membres sont souvent cités. Et c'est quoi? C'est la communauté Peul surtout. Cette communauté, quand vous regardez, d'abord, c'est une communauté qui la plupart, souvent, c'est des éleveurs. C'est des gens qui se déplacent, c'est des nomades. Et en plus, c'est une communauté un peu partout qui est quand même, quand vous prenez la zone des trois frontières, c'est une communauté qui n'a pas assez de ressources. C'est une communauté, si vous voulez, qui regorge de beaucoup de pauvres, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi. Ainsi donc, c'est un terreau facile pour les recruteurs. Oui, mais moi je tiens à faire une précision. Oui, absolument. Tous les Peuls ne sont pas terroristes et tous les terroristes ne sont pas des Peuls. Ce n'est pas de ça que et tous les Peuls ne sont pas pauvres, attention, c'est les plus riches. Oui, c'est les plus riches, c'est vrai. Et je ne suis pas dans mon analyse en train d'incriminer la communauté Peul. Tout à fait. Donc je voudrais apporter la précision pour ne pas faire de la... Je suis d'accord avec la précision que vous apportez, mais je parle des vidéos qui circulent et qui sont attribués à des gens qui sont issus des communautés Peul. C'est de ça que nous parlons. Ne disons pas que tous les Peuls sont pauvres, ne disons pas que les Peuls sont tous des terroristes. Et il faudrait vraiment qu'on évite cet amalgame. Mais ce que j'essaie d'expliquer tout simplement, c'est que la plupart du temps, les terroristes recrutent dans des populations démunies, dans des zones où les gens n'ont pas les moyens. Imaginez-vous des jeunes qui restent sans boulot, sans travail, et qui peuvent passer des années entières sans tenir un seul billet de 10 000 francs. C'est des candidats potentiels. Et ça, il y en a dans toutes les communautés. Il y en a dans toutes les communautés, c'est vrai. Mais il faut quand même diligenter, si vous voulez, une étude pour bien comprendre le fonctionnement, le mode. Peut-être qu'il y a un nouveau mode de recrutement qui nécessite, parce que autant les terroristes changent de mode de recrutement, autant ils changent de mode opératoire. Pour répondre justement à la menace terroriste, il faut bien étudier le phénomène et comprendre comment est-ce que la pauvreté aujourd'hui continue de contribuer à l'essor du phénomène. Oui, la pauvreté aussi, mais est-ce que les candidats à l'immigration ne nourrissent pas davantage le recrutement des groupes terroristes? La pauvreté, il y en a plein. Tu as dit, tu es arrivé de voir les images des rues de Los Angeles, les pauvres sous des tentes, sur des routes interminables. Est-ce que tu as vu en France des gens alignés pour ramasser la nourriture dans la poubelle?
est-ce que c'est autant que quand il se ravitaille dans la poubelle, il va appeler Amadou Koufa, un des enfants chéris de Macron, il va appeler Koufa, bon, viens nous recruter parce que nous ici on n'a pas mangé, on doit manger dans les poubelles. Non! Les gens, ou bien tu aimes ton pays, ou bien tu ne l'aimes pas. Si c'est seulement les riches qui devaient aimer leur pays et défendre leur pays, là ça veut dire que nous sommes tous morts. Les riches, ils sont combien comparés à la masse? Donc il faut aimer son pays. Parce que les gens sont libres de circuler, ce qui est une bonne chose. C'était d'ailleurs l'objectif de la CEDEAO qui a cessé de s'occuper de la libre circulation des personnes et des biens pour s'occuper de la libre circulation des terroristes et des armes. Est-ce que tu vois? Donc, c'était l'objectif de la CEDEAO que bon, les gens circulent, par exemple ici, comment on appelle ça, la transhumance, elle est réglementée, les gens ils sont à l'aise, ils vont là où ils veulent, avec leur troupeau, c'est organisé. C'était ça la CEDEAO. Mais maintenant, la CEDEAO dit que tout ça c'est inutile. Il faut donner la priorité au terrorisme. C'est les terroristes qui vont circuler librement. Et ils circulent librement. C'est à eux qu'il faut donner les armes. On leur en donne. Et ils les utilisent. Aujourd'hui, j'ai été choqué d'apprendre qu'au Nigeria, on commence à se plaindre que les terroristes de Boko Haram utilisent des drones, et quels drones occidentaux, qui viendraient de l'Ukraine, les surplus de la guerre d'Ukraine. Mais ils sont là. Ils font quoi? Ils ne font rien parce qu'ils ne peuvent pas combattre les utilisations de ces drones parce qu'ils ont peur de ceux qui envoient ces utilisateurs. Oui, mais Excellence, voilà. Si c'était une question de pauvreté, les milliards qui sont utilisés pour nourrir ce terrorisme, est-ce que ça ne suffirait pas à régler le problème de ces communautés pauvres? Les milliards qui sont utilisés pour nourrir le terrorisme rapportent. Oui, mais à qui? Pas à ceux qui vont tirer. À celui qui donne les milliards. Qui, dans vos pays ici, tiennent des minéraux? Qui contrôle vos pétroles? Qui contrôle vos ports? Qui contrôle vos minéraux et tout? Vous les connaissez. Parce que sur une exploitation, ils vous donnent peut-être 10%, mais ils estiment que c'est trop. Et que s'ils envoient les terroristes vous renverser, on donnera peut-être 1%. Donc ils mettent des milliards pour récolter encore plus de milliards. Oui. L'argent, plus tu en as, plus tu as soif d'avoir de l'argent. Une dernière question avant de revenir sur Djibo. Est-ce que les candidats à l'immigration ne nourrissent pas le vivier terroriste? Bon, les candidats à l'immigration, il y en a plusieurs sortes. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut... Parce qu'ils meurent dans le Sahel. Il se pourrait, mais le phénomène n'est pas tellement accentué sur les candidats à l'immigration. Vous remarquerez facilement que lorsque nos armées font des rafts, si vous prenez le cas de Djibo, vous allez voir qu'il y a quand même des sommes d'argent qui ont été retrouvées. Et souvent c'est des millions et des milliards. Quand vous regardez tous ceux qui donnent accès ou qui constituent des relais au terrorisme, c'est une question de beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, c'est une machine à sous, c'est une entreprise qui produit beaucoup de cash flow. Donc, il faut le savoir, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Parce que eux-mêmes, les recruteurs de terroristes, leur objectif, c'est de mettre la main sur des ressources. Donc, voilà pourquoi, quand eux, ils montent leur coût, c'est généralement à coût de beaucoup de millions et beaucoup de milliards. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut travailler à sortir la jeunesse de la pauvreté, mais il faut également une bonne éducation civique. Parce que plus les gens sont pauvres, plus ils sont candidats. Et ça, on ne peut pas effacer, on ne peut pas nier cette réalité. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui que nos États continuent à travailler correctement pour sortir nos pays du sous-développement en donnant de l'emploi aux jeunes, en leur évitant d'être dans l'oisiveté en permanence, et puis justement, tout cela appuyé d'une bonne éducation civique et d'une bonne éducation de beaucoup de patriotisme. Ça, c'est très important pour lutter contre le phénomène. Et maintenant, quelle est la situation à Djibo et à Diapaga notamment? Les terroristes sont-ils plus déçus? L'armée a-t-il réussi à les repousser? Parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent sur les réseaux sociaux. Et pour une fois, les terroristes aussi sont rentrés dans le jeu de la propagande. Gilles, il n'y a pas d'informations contradictoires. Il y a des sources d'intoxication massive. C'est eux qui, depuis 2 ans, 3 ans, nous ont dit que Zelensky va gagner la guerre. Quand Poutine dit on va négocier, il dit non, ça va se régler sur le champ de bataille.
C'est eux, c'est les mêmes intoxicateurs là qui ont délocalisé leur bureau d'intoxication en Afrique. Et pour cela, ils trouvent des cadres qui servaient, comme je dis, ceux qui ont fui pour devenir pêcheurs dans les lagunes. Bon, des cadres qui étaient bien formés au départ pour servir leur pays, on les retourne parce qu'ils connaissent la mentalité de leur population. On sait quel genre d'informations servir pour ébranler la population. Mais à Djibo, là, les premiers jours, les sources d'Abidjan et de Paris qui disaient que les terreaux ont tout gagné, c'est fini, le Burkina, Ibrahim Traoré, il se pavanait chez Poutine, voilà, on l'a ratatiné. On leur demande aujourd'hui que d'aller juste devant le panneau Djibo et de faire une photo pour envoyer sur les réseaux, on va les voir. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas prendre Djibo. Ils ne peuvent pas prendre Diapaga. Ils peuvent l'occuper pendant 30 minutes. La guerre, et les militaires, ils vous diront comment ça se passe. Si tu prends les gens par surprise et tu occupes une position, mais les gens là, s'ils sont forts, ils te dérogent en 2 minutes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Djibo, c'était des massacres. Ça peut être aussi une stratégie de les laisser venir pour en finir avec eux. Eh bien, pourquoi pas? Puisque les hommes, ils ont aujourd'hui le Burkina, les armes qu'il faut pour les nettoyer. Mais attends, il y a des images, quand tu les vois, mais tu trembles. Alors, ces terroristes qu'on tue de cette façon, tu comprends que c'est des gens qui ne sont pas informés, ils ne savent rien. On les envoie. Moi, si je faisais la communication de guerre dans le Sahel, je multiplierais des vidéos, même des photos que je vais disséminer dans le Sahel pour que les terroristes prennent et voient comment leurs frères sont cramés et comprennent que s'ils voient, ils ne vont pas revenir. Ils ne savent pas. Des gens voient, ils ne reviennent pas. On dit non, comme ils se sont battus, maintenant ils ont des visas illimités, ils sont en France, ils sont en Allemagne, c'est la récompense. Voilà, c'est ce qu'on avait fait même pour l'Ukraine, non? Ah, on te prend, bon, tu vas aller en Ukraine, et puis tu te retrouves en train de te battre à tes awapen. Donc, ils ne savent pas. Et ils ne viendront jamais. Les Burkinabés, Maliens, Nigériens se battent pour leur pays. Ils se battent pour leur terre. Ils se battent pour leur peuple, leurs femmes, leurs enfants, leurs vieux. Ils se battent pour leurs minéraux. Les terreaux meurent pourquoi? Ils ne savent même pas pourquoi ils meurent. Ils ne savent même pas pour qui ils meurent. Alors, tu crois que faire une guerre dont on ne connaît pas l'objectif va prospérer pendant combien de temps? Je voudrais mettre la contribution également les téléspectateurs de Djibo et de Diapaga. Écrivez-nous, envoyez-nous l'état des lieux. Quelle est la situation sur place également? 96 08 43 43, président de l'indicatif, plus 228. Didier, allô? Oui. Est-ce que vous avez des informations de Djibo, de Diapaga? Oui, mais Djibo et Diapanga sont occupés par l'armée régulière du Burkina. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Ces deux villes ne sont pas tombées au milieu des terroristes. Il y a eu des batailles, mais heureusement que les forces régulières ont pris le dessus et que aussi les PDP ont mis la main à la pâte pour que vraiment ces deux villes soient nettoyées donc, des mains des terroristes. Mais il faut noter que Djibo, si vous voulez, c'est quand même c'est dans la partie du Sahel burkinabé. C'est dans la zone, c'est proche de la zone des 3 frontières. Ce qui fait que cette zone, depuis fort longtemps, est une zone dans laquelle se promènent toutes sortes de délinquants, de voyous, de terroristes, tous les groupes là qui ont été fabriqués, qui sont venus de partout. C'est leur terrain de prédilection à un moment dans la zone des 3 frontières. Ce qui fait que c'est plus facile pour eux d'aller rapidement opérer au Niger, d'opérer au Mali et d'opérer également au Burkina. Et ce n'est pas un fruit de hasard si vous avez vu que dans la même période, il y a eu également des attaques sur Boni au Niger. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les terroristes aujourd'hui, si vous regardez d'abord et comment ils exploitent l'information, les armes qu'ils utilisent, les tactiques qu'ils utilisent aujourd'hui, prouvent à suffisance que ce ne sont plus simplement de simples voyous qui cherchent à semer la terreur pour gagner quoi que ce soit. Vous sentez derrière tout ça une organisation, vous sentez derrière tout ça une main, et surtout, l'ambassadeur vient de parler de drones. Aujourd'hui, remarquez que les terroristes ont commencé par utiliser des moyens aériens. Cela signifie quoi? Qu'il y a des gens qui les équipent,
qu'il y a des gens qui leur donnent des informations, parce que des groupes terroristes ne peuvent pas aller opérer des attentats sur un camp militaire, sur des infrastructures militaires, sans avoir des informations et des renseignements. Et aujourd'hui, qui sont ceux qui détiennent l'information et le renseignement aujourd'hui? C'est les forces de l'OTAN. Donc, quelle qu'en soit la piste que vous prenez pour expliquer le terrorisme, vous revenez toujours vous revenez toujours à l'OTAN. Et donc, l'OTAN a inventé le terrorisme simplement pour continuer à régner, pour continuer à expliquer sa présence en Afrique et pour continuer à avoir la même mise sur les ressources. Il n'y a pas une autre raison, c'est la seule raison. Parce que pour eux, il n'est pas normal que les Africains se réveillent et diversifient leur partenariat et commencent à se prendre en charge en ce qui concerne leur développement. Donc il ne faudrait jamais que les Africains se développent, il ne faudrait jamais qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils aillent vers d'autres axes, vers d'autres ordres mondiaux. C'est ça l'enjeu. Et ce qui se joue aujourd'hui au Sahel, tant que les Africains ne comprendront pas, n'auront pas une bonne perception de la crise que traverse le Sahel, eh bien, c'est l'Afrique tout entière qui est en train de se faire encercler. Donc, il faut que les Africains se réveillent, il faut que nous gardons les oreilles tendues, que nous gardons les yeux ouverts, et que s'il est possible de former une coalition africaine pour venir en aide à la lutte que les Sahéliens sont en train de mener aujourd'hui contre le terrorisme, eh bien, il faut le faire, parce que c'est important, l'avenir de l'Afrique y dépend. Excellent. Est-ce que ces attaques fragilise, comme les organisateurs le pensent, le gouvernement d'Ibrahim Traoré? Chaque jour, chaque soleil qui se lève renforce Ibrahim Traoré. Et c'est l'œuvre de ses ennemis qui ne sont pas intelligents. Tu comprends, non? Quand tu as un ennemi qui n'est pas intelligent, en voulant te nuire, il te rend populaire. Donc, je voulais revenir sur un fait. Tu as parlé des drones. Est-ce que vous vous rappelez que le président Tiani avait dénoncé l'arrivée de plus de 100 drones dans un pays voisin et on ne sait pas où sont passés les drones? Pourquoi aujourd'hui le Nigeria va se plaindre qu'il y a des drones qui attaquent ses camps militaires alors qu'ils savent très bien d'où viennent les drones? Donc, aujourd'hui, les pays du Sahel, plus on les agresse, plus ils deviennent populaires. Les gens qui, le 30 avril, ont marché à Kingston, à Havane, à Los Angeles, à, comment on appelle ça, Haïti, partout. Mais est-ce qu'avant ces événements-là, ces gens qui imaginaient qu'ils suivaient ce qui se passe au Sahel et sont prêts à descendre dans la rue? S'il n'y avait pas ces abus, ces attaques abusives, cette communication complètement délirante, tordue, mensongère, manipulatrice, parce qu'il y a des gens, ceux qui font cette communication, croient qu'on est encore dans l'Afrique de 1960, quand l'Africain, le bon nègre, civilisé, se lève le matin. Allez, RFI, il met son oreille. RFI a dit quoi? Oh, Amen, Dieu a parlé ce matin. Après, il court, il dit quoi? Jeune Afrique. Jeune Afrique est le plus grand intoxicateur en matière de communication au monde. Il faut lire Le Monde selon Jeune Afrique de Mediapart. Il faut lire, il faut chercher les choses pour lire. Donc aujourd'hui encore, ces médias dépassés. Maintenant, quand tu dis RFI a dit, Jeune Afrique a dit, LCI, dès que tu dis que c'est eux qui ont dit, tout Africain normal sait que c'est faux. Donc on n'a plus d'inquiétude à ce niveau. Parce que c'est faux aussi, c'est ces gens qui parlent, c'est faux. Je ne connais plus aucun cadre ici, au Togo, qui s'approche le matin pour écouter RFI. Parce qu'ils savent que c'est faux. Didier Alou, le terrorisme intellectuel argumente que Ibrahim Traoré a pris le pouvoir parce qu'il y a une crise sécuritaire. Il s'est installé depuis 2 ans, mais il n'a pas encore résolu le problème de la sécurité. C'est comme ça qu'ils argumentent. Est-ce qu'ils ont raison? Mais eux, ils ont fait plus de 10 ans, ils n'ont pas tué un seul terroriste. Ibrahim Traoré a repris 80% de son territoire, mais il n'a rien fait. Et quand il tue aussi pour faire il tue les civils, alors que c'est pour terroristes. C'est quoi ces âneries là? Ibrahim Traoré, même s'il lui faut 1000 ans pour libérer son pays, il le fera. C'est son pays. Qui leur dit de se mêler de ça? Qui leur dit de se mêler de ce que Ibrahim Traoré libère ou non son pays? Qui leur dit ça? Non, je pense que ce raisonnement, les Africains qui tiennent ce raisonnement n'ont rien compris du tout. Parce que si vous voyez la pression sécuritaire qui s'abat sur le Sahel, si vous voulez, c'est la preuve
de plus pour que les gens comprennent qu'en réalité, l'AES est sur la bonne voie. Parce que si l'AES n'était pas sur la bonne voie, il n'y aurait pas eu toute cette pression-là sur elle. Bon, donc, comme les gens de l'AES ont décidé de reprendre leur liberté et de reprendre leur développement en main, et que ce que ça coûte justement aux forces de l'OTAN, c'est de perdre pied et de perdre en plus des richesses, de perdre des ressources qu'ils avaient gratuitement, eh bien c'est pour cette raison-là qu'ils font tout aujourd'hui pour essayer d'accentuer la pression sécuritaire sur les pays de l'AES. Et je vous rappelle encore une fois que pourquoi le Burkina? Mais le Burkina parce que selon justement les impérialistes, c'est le maillon faible. Le maillon faible parce que c'est le plus petit territoire des trois. Et ensuite, c'est le territoire qui est déjà correctement prédisposé compte tenu de la pression et de la présence sur ce territoire déjà d'éléments qui sont prédisposés, qui sont préétablis et qui occupent déjà 25% du territoire. Donc, c'est sur ça, parce qu'en réalité... Ce qui ajouter aussi à cette argumentation le fait qu'avant Ibrahim Traoré et les autres, il y avait un régime qui a fait une trentaine d'années qu'on a renversé. Absolument, il y a ça. Et dont les dignitaires sont aigris, la plupart en exil. Bien sûr, il y a ça. Il y a tous ces dignitaires qui se sont retrouvés aujourd'hui à Abidjan, qui sont là et qui regardent ce qui se passe et qui savent comment manœuvrer. Mais surtout, il faut noter que la pression qui s'accentue sur le Burkina, en réalité, ce n'est pas le Burkina qui est recherché. C'est l'AES même. C'est l'AES même qui est visé par ces pressions sécuritaires. Donc, et vous savez, pour les amateurs de football, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est sur le terrain, on essaie de regarder par quel côté on peut marquer. Et c'est justement ce que les gens sont en train de faire. C'est une tactique. C'est un plan qui est organisé pour continuer, pour détourner l'AES de son objectif. Ouais, Didier, nous allons marquer une pause. Pause pour une édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de l'Ivoire Forum.